Ils ont amené ces médecins dans une salle en leur disant armés, donc surveillez, vous allez opérer ce patient, évidemment sans ébruiter, et il a intérêt à survivre. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, je reçois Egon Kragel. Bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous et merci avant tout pour votre invitation. Je vous souhaite la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui dis merci, Alors, je vous présente rapidement. Vous êtes ufologue, reconnu, enquêteur indépendant. Vous intervenez régulièrement sur les ondes de BTLV. Oui. Et on vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de votre 4e livre, enfin votre dernier livre en tout cas, qui s'intitule OVNI, les rencontres qui défient le FBI et le Pentagone, aux éditions Max Milo. Alors j'ai dit le 4e parce que effectivement vous en avez ramené 2 autres, et puis il y avait un 4e, le tout premier, vous avez raison, que vous aviez coécrit avec... C'est le 4e ouvrage que je commets. Alors le premier, effectivement, était paru au Cherche Midi et a été écrit en tandem avec un ami journaliste qui s'appelle Yves Coupry. Et puis les 3 autres qui sont une trilogie, je me suis lancé tout seul. Voilà. Alors on va essayer de répondre ensemble à la grande question: les extraterrestres sont-ils parmi nous? Je ne sais pas si on va réussir à apporter des éléments de réponse. En tout cas, selon un sondage réalisé par Ipsos fin 2022, un Français sur 10 croirait à l'arrivée imminente d'extraterrestres sur Terre. Qu'en pensez-vous? C'est pas étonnant parce que je pense que le cinéma, notamment un peu la littérature, mais beaucoup moins, puisque on est beaucoup passé des pages des pages écrites au siècle de l'image, et le cinéma pilonne depuis extrêmement longtemps. Depuis les années 50, nous avons des tas de films. Spielberg nous a livré des films absolument impérissable et incroyable, on voit débarquer régulièrement dans ces films, en tout cas sur les écrans, des tas de créatures étranges, baroques, venues visiblement d'autres espaces. Donc je pense qu'on a habitué un petit peu les gens à cette éventualité. Maintenant, vont-ils vraiment débarquer? Ça, c'est une autre question. Où sont-ils parmi nous depuis longtemps? C'est aussi une autre question. C'est peut-être la question fondamentale et centrale de mon dernier ouvrage. Voilà. Alors, en tout cas, dans ce dernier ouvrage, vous êtes attaché à sélectionner des témoignages sourcés au nombre de 56. Ce sont des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences avec des humanoïdes. Et vous les avez classés en chapitres, ces témoignages. Absolument. Alors, tout d'abord, par décennie, des années 50 à nos jours, va-t-on dire, par témoignage ou interrogation sur le rôle possible de pilleurs ou d'explorateurs de ces humanoïdes, par expérience avec les Amérindiens aussi, les Amérindiens qui ont vécu des expériences et qui, je pense, croient à la vie extraterrestre. Oui, j'ai eu la chance, je suis absolument fasciné et intéressé par les cultures amérindiennes depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance de traîner mes guêtres chez eux, que ce soit en Amérique du Nord et beaucoup en Amérique du Sud. Et il est évident que pour les cultures amérindiennes, dans le Nord, on les appelle les Star People. Cette proximité, en tout cas, cette existence de créatures venues de loin, pour eux, une évidence totale. Quand je leur posais la question, ils me regardaient bizarrement en me disant: mais d'où venez-vous? Où vivez-vous? Le Star People sont une composante fondamentale du narratif et de la culture amérindienne. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Seuls vos dons et vos abonnements depuis cette rentrée sont notre unique soutien. Alors merci à tous et merci de votre fidélité. Alors il y a aussi un chapitre consacré aux cas de guérison. Oui, absolument. Et un autre sur les expériences vécues avec des créatures assez étranges, à première vue similaires à des animaux, mais qui ne semblent pas du tout être des animaux, mais on verra. Je l'aime beaucoup, ces chapitres-là. On verra si on a le temps. Celui sur les Amérindiens et sur celui de ces espèces de cryptides, comme on les appelle,
ces créatures qu'avait inventoriées au début par Bernard Ruvelmans, personnage magnifique qui est créateur de la cryptozoologie. Donc depuis Bernard Ruvelmans, on appelle ces créatures des cryptides. J'ai une affection particulière pour ce chapitre-là. Alors pourquoi pour vous était-ce aussi intéressant de dissocier, de classifier finalement ces témoignages en différents chapitres? Que c'était... Alors déjà, pourquoi je vais vous répondre à une autre... je vais vous donner une autre piste. C'est-à-dire pourquoi j'ai choisi, si vous voulez, des témoignages. Parce que le postulat, si vous voulez, de mes recherches et de mes longues balades en terre ovni, le postulat est le suivant, c'est-à-dire que il est très humble, hein, c'est vraiment mon approche personnelle. J'ai décidé de faire une différence, si vous voulez, entre la vérité et la réalité du phénomène. La réalité du phénomène provient en fait d'expériences sensibles, c'est-à-dire de témoignages, de témoins. Et la vérité du phénomène, elle est induite simplement par un processus de pensée, et on sait que philosophiquement, tous les processus de pensée, évidemment, sont subjectifs. La philo nous enseigne depuis bien des siècles que toute vérité varie selon les latitudes, les époques, les cultures. Donc voilà. Donc je me suis dit que revenir, si vous voulez, au témoignage, c'était une matière première extrêmement précieuse. Et durant des décennies, j'ai comme ça fouillé les archives et j'ai accumulé, si vous voulez, une matière première qui est colossale. J'ai des milliers, ce n'est pas des centaines de milliers, vraiment, je ne plaisante pas, voilà, de témoignages. Et j'ai relevé mes manches et je me suis mis à la fois dépoussiérer, pétrir cette matière première pour au fond trouver parfois des constantes sérielles, si vous voulez, des choses qui se répètent. Et j'ai été très troublé de voir que malgré les époques, selon les latitudes, il y a des choses extrêmement, si vous voulez, communes à tout ça. C'est ma façon, si vous voulez, d'appréhender ce phénomène. Peut-on réellement l'appréhender? J'ai des doutes, mais en tout cas, peut-être d'en percevoir quelques facettes. Alors pourquoi, maintenant je réponds à votre question, pardon d'avoir fait cette digression, pourquoi les classer en chapitres? Parce que c'est un tel foutoir, si vous voulez, tout ce que j'ai accumulé était un tel foutoir, que simplement déjà, pour moi, donc tout simplement pour moi, j'ai essayé, si vous voulez, d'inventorier un petit peu comme un entomologiste devant ces insectes. C'est-à-dire, j'ai essayé de les classer par décennies, par thème, avoir certains thèmes pour y voir déjà moi beaucoup plus clair. Et je pensais que pour le lecteur c'était aussi une courtoisie, c'est-à-dire je me suis dit je peux pas lancer tout ça comme ça parce que il y a de quoi perdre la tête, et la tête vous tourne rapidement lorsqu'on aborde ce sujet. Donc j'ai décidé, si vous voulez, vraiment de classer ça et de façon un peu homéopathique, dire voilà, dans cette décennie c'est passé ça, dans cette décennie c'est passé ça, et puis attention, on pourrait peut-être classer ces observations selon des thèmes, voilà. Alors, mais pourtant, apparemment, ce serait pas un phénomène contemporain, parce que je vous ai entendu dire que les premiers phénomènes extraterrestres, en tout cas d'après vos recherches, sont apparus à la fin du 19e siècle. Oui. Et vous racontez des centaines de témoignages de l'époque. Des milliers, on a des milliers de témoignages. On va dire on finit par découvrir que visiblement ces mystérieux objets célestes se sont manifestés par vagues. C'est un terme américain, flap, que nous traduisons, qui vient de l'armée, qui vient de l'Air Force américaine, qui s'était rendu compte qu'il y avait par moments comme ça des sortes d'invasions, de trucs invasifs, et on a baptisé ça par vague. La première vague dont on possède vraiment des documents s'est passée au 19e siècle, en 1896 et 1897, où là, une grande partie des États américains ont été survolés par ce qu'on appelait des airships, des vaisseaux des nuages, et c'est un dossier extrêmement troublant.
parce que ces vaisseaux étaient équipés de lumière, par exemple. J'adore la façon dont la presse en parlait, en disant il y a de grandes lumières qui pendent du ventre du vaisseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, aucun aérostat, aucun véhicule aéroporté, et ils étaient extrêmement sommaires, ils étaient à la merci du moindre vent et s'écrasaient dans les arbres, n'étaient équipés de lumière. Tout ça va venir beaucoup après. Comme les premiers dirigeables, en fait, ces premiers dirigeables qui vont être, on va dire, opérationnels. Les témoins, par exemple, décrivent des objets qui réfléchissent la lumière du soleil. Donc visiblement, ils étaient en métal. Or, je crois que le premier dirigeable, je vais peut-être dire une bêtise, mais parce que j'ai plus mes sources sous les yeux, mais je crois que c'était 1911, le premier dirigeable en métal. C'est à Berlin, dans ces années-là, et il s'est crashé. Il a pas pu voler. Or là, à l'époque, les témoins vous décrivent des immenses airships, des immenses dirigeables qui peuvent rester stationnaires, qui ont des manœuvrabilités absolument inédites, même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont capables de négocier des virages à 90 degrés, qui peuvent faire des marches arrière. Et c'est la première vague, donc c'est la vague des airships de 1896-97 qui est absolument fascinante. Alors, dans votre livre également, il y a 56 témoignages. On va pas tout aborder parce que finalement, le but ultime, c'est que les gens aillent lire votre livre. Et ce sont des histoires absolument incroyables. Moi, ce sont des histoires, si je les ai choisies, c'est parce que ce sont des histoires qui ont à la fois éveillé chez moi curiosité et émerveillement. Alors, pour vous, c'est peut-être de l'émerveillement, mais très honnêtement, certains témoignages sont assez terrifiants. Oui, mais comme je dis, tout est contenu dans ces témoignages. Ça va de l'épeurement au vertige et aussi à l'émerveillement. Il y a beaucoup de témoins qui vous disent après c'était tellement beau, c'était effrayant, mais c'était tellement beau. J'aimerais tellement. Beaucoup de témoins m'ont dit. J'ai depuis la sortie de mes livres, évidemment, recueilli beaucoup de témoignages. Comme ça, les gens viennent me parler. Et beaucoup de ces témoins me disent, en France, partout, me disent, j'étais terrifié, mais j'aimerais tellement revivre ça. C'est vraiment une composante. Il y a quelque chose. On a l'impression de toucher quelque chose d'extrêmement rare, précieux et effrayant, mais vous savez, les choses précieuses peuvent être extrêmement effrayantes. Alors moi, il y a quelques histoires qui ont retenu mon attention. Par exemple, le cas d'humanoïdes très bavards. Oui. Ça se passe dans l'État de New York, aux États-Unis. On est en 1964, c'est dans une ferme, et il y a deux petits hommes qui apparaissent dans un engin qui fait 6 mètres de haut et 5 mètres de large, face à un fermier, donc qui s'appelle Gary. Et ils sont très intrigués apparemment par le matériel agricole, donc ils posent plein de questions. Et Gary, ce fermier-là, apprend que ces humanoïdes viennent sur Terre tous les 2 ans. Donc on imagine certainement qu'ils viennent faire une enquête. Tout à fait. D'ailleurs, quelques jours après ou le lendemain, je sais plus, vous le dites dans le... Oui. Vous le il leur laisse un sac d'engrais. Voilà. C'est ça, il leur laisse un sac d'engrais parce qu'ils qui vont prendre avec eux finalement. Ce fermier qui s'appelle Gary Wilcox raconte que un jour, en labourant son champ, il aperçoit une lumière sur le contrefort de la colline qui est en face de lui et il pense que visiblement, ça serait peut-être le réservoir d'un avion. Qui aurait chuté comme ça, il va s'approcher, en fait, il va se rendre compte que c'est un objet bizarre, étrange, et vont surgir effectivement 2 petits humanoïdes qui vont s'avérer extrêmement loquaces, extrêmement bavards, qui vont lui poser plein de questions sur la façon dont il cultive son champ, quels engrais il utilise, et quels sont ses produits qu'il met, c'est pour fertiliser, etc. Et Gary Wilcox, qui est un personnage assez étonnant, va se dire, j'ai vu qu'ils étaient vraiment intéressés par ces engrais. Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'endroit où ils étaient, où l'objet était apparu, j'ai posé un énorme sac d'engrais. Et quand j'y suis retourné quelques heures plus tard, il avait disparu. Voilà, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est une très belle histoire. Et ils ont été de bons conseils aussi, parce qu'ils ont prodigué des conseils d'ailleurs. Oui, absolument, oui.
Ah oui, ils lui ont expliqué que... sur l'humanité, surtout, ça concernait... Oui, absolument. Que, en fait, le fait de lancer des fusées et de partir à la conquête de l'espace, ce n'était pas tout à fait... Ça serait peut-être dommageable pour la race humaine. Et puis, d'ailleurs, ils ont même fait des sortes de prédictions en lui disant que certains astronautes allaient périr lors de prochaines... sortie en orbite autour de la Terre. Alors effectivement, si on se penche sur l'histoire, on se rend compte qu'effectivement, on a eu 2 astronautes qui ont péri, mais le troisième, ils avaient prédit le décès du troisième qui en fait, Dieu merci, s'est endormi dans son sommeil de vieillesse. C'était un monsieur très âgé qui avait fait une très belle carrière, donc ils se sont trompés là-dessus. Mais il y a toujours quelque chose, vous savez, il y a toujours quelque chose de loufoque dans ces dans ces échanges avec ces créatures. C'est toujours très très loufoque. Il y a le cas de Herb Shermer que j'avais traité dans le premier livre qui s'appelle « Les 12 siècles, le Pentagone ne s'explique pas », qui est un cas extrêmement célèbre aux États-Unis, extrêmement célèbre. Il y a même une bière qui existe avec un dessin d'Herb Shermer qui était un jeune policier de 22 ans. Vous avez cette bière avec une belle étiquette avec un ovni qui survole la voiture. J'ai ramené des États-Unis un livre de coloriage pour les enfants, qui est l'histoire de Herb Shermer, pour dire à quel point c'est populaire. Et Herb Shermer aurait eu donc des échanges avec ces créatures absolument incroyables et qui lui ont dit à la fin, c'est une histoire que je trouve assez fascinante, qui lui ont dit surtout ne croyez pas à tout ce qu'on vous dit. Et je crois que c'est la vérité parce qu'il y a des choses extrêmement loufoques, extrêmement incongru dans ce que ces créatures racontent. Est-ce que c'est un besoin de se moquer? Est-ce que c'est un besoin de brouiller les cartes? Jacques Vallée, qui est un de nos grands chercheurs en ufologie, qui est un personnage absolument essentiel, avait baptisé ce phénomène en disant c'est un phénomène qui nie sa propre évidence. Et j'aime beaucoup cette définition. Parce que je trouve effectivement qu'il a tendance à nier sa propre évidence. Aimé Michel, qui est un penseur fulgurant, qui est écrivain français, philosophe, qui a été un des premiers à s'occuper aussi de ce dossier OVNI. Il faut redécouvrir Aimé Michel. Et il n'a pas écrit que sur les OVNI, mais il a écrit sur beaucoup de choses. Lui avait baptisé ce dossier, ces OVNI, en disant c'est un festival d'absurdité. Je crois qu'on est absolument dans un festival d'absurdité. Mais je vais faire juste aussi une petite parenthèse. On a eu un magicien fantastique en fil de fer qui s'appelait Jean Cocteau. Et Jean Cocteau était très ami avec Aimé Michel. Et un jour, Jean Cocteau a dit à Aimé Michel, je suis sûr qu'il doit y avoir un ordre dans tout ce désordre. Et j'aime beaucoup cette réaction de Cocteau, qui était un personnage magnifique. Et je pense qu'il y a un ordre dans ce désordre, mais encore faut-il qu'on puisse le repérer. Est-ce que nous sommes réellement capés pour affronter ce phénomène? Je ne sais pas. J'ai une anecdote comme ça que je raconte parfois. Lors de ma première enquête, j'avais discuté avec un astrophysicien qui m'avait posé cette question, qui m'avait dit « Est-ce que vous avez un chien ?» Et à l'époque, j'avais un toutou magnifique. Et il m'a dit « Est-ce que votre chien réagit lorsqu'il regarde la télé ?» J'ai dit « Oui, il réagit. » Parce que dans les films, quand il entend un chien aboyer, il a le poil tout droit sur le dos, il se met à aboyer. Et il m'avait dit « Donc votre chien perçoit certaines choses, mais qu'est-ce que votre chien sait d'un tube cathodique? Qu'est-ce que votre chien sait d'un présentateur qui a une carte de crédit dans sa poche? Il ne peut pas savoir. » Et ça a été une très belle leçon pour moi. Je me suis dit, nous sommes peut-être comme mon toutou face à ça, face à ce phénomène OVNI. Il y a peut-être certaines choses dont on ne peut pas avoir, qui sont incapables pour nous. On est incapable d'appréhender certaines choses. Nous sommes à notre mesure. Il y a sans doute des choses qui sont à d'autres mesures, je le pense. Et c'est pour ça qu'il faut rester très humble dans cette quête. Voilà. Alors, si on y croit aussi. Surtout pas. Ne jamais faire cette erreur. Moi, lorsqu'on me demande, parce que ça fait des années maintenant, lorsqu'on me demande, mais en fait, Egon, dites-nous la vérité, vous y croyez aux ovnis? Je dis non, j'y crois pas du tout, parce que nous ne sommes pas en religion. Nous ne sommes ni dans une église, ni dans une synagogue, ni dans une mosquée, ni dans un temple bouddhiste. Il n'est absolument pas question de foi.
simplement d'ouvrir les dossiers. Ce que je vous disais, c'est aller chercher la matière première, aller retrousser vos manches, aller rencontrer des grands acteurs du ciel, c'est-à-dire des pilotes militaires, des gradés de l'armée, des responsables de l'état-major, des aiguilleurs du ciel, ou des pilotes civils. On va y venir à cette partie. Mais laisser surtout de côté la croyance, éviter la croyance et la superstition, qui sont de très mauvais amis lorsqu'on veut aborder un sujet pareil. En tout cas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, visiblement, selon ces témoignages, certaines fois, il y a quand même des cas d'effets secondaires quand on est en contact face à ces extraterrestres ou ces humanoïdes. Et je voulais qu'on parle de cette histoire en Finlande, l'histoire de ces deux skieurs très chevronnés, qui finalement sont surpris par une petite créature. Ils disent elle mesurait 90 cm. Elle tenait un boîtier comme ça entre ses mains. Voilà, et donc une lumière émanait de cette créature. Ça s'est passé à Imjarvi, en fait. C'était deux skieurs, deux super. Là, on a deux super sportifs qui ont l'habitude de débouler et de descendre ces pentes enneigées. Puis un jour, ils aperçoivent une étrange lumière dans le ciel, et cette lumière va perdre de l'altitude et se poser près d'eux, et émettre un rayon comme ça. Et dans ce rayon va apparaître une sorte de créature très étrange, toute petite créature. Vous avez raison, une petite chose, presque un nain de jardin en fait. Quand on voit les croquis de l'époque, je les ai mis dans mon livre. Il y a les croquis, qui tient une sorte de boîtier comme ça, et puis qui va disparaître. Et effectivement, la suite est beaucoup moins drôle. Oui. La suite est beaucoup moins drôle. Ils vont avoir des effets secondaires absolument épouvantables. Ils vont souffrir de douleurs au dos, aux jambes. Leur urine devient noire. C'est ça. Absolument, pendant des mois. Et le praticien, le médecin qui va les suivre ne pourra jamais expliquer en disant la coloration des urines, ça pourrait être du sang, mais ça ne peut être que ponctuel. C'est-à-dire, ça peut pas durer des mois. Ils vont perdre l'équilibre, avoir une vue complètement endommagée, c'est-à-dire perte de vue. Et ça, c'est le sujet du second livre de la trilogie, en fait, Sommes-nous en danger, où j'ai inventorié, là c'est terrible, j'ai inventorié tous les cas de personnes dont certains ont perdu la vie, en fait. Alors, la conclusion, si vous voulez, de ça, c'est est-ce que c'est offensif et dangereux ? Et si on se réfère à la plupart des cas que j'ai traités dans OVNI Sommes-nous en danger, la plupart des témoins disent, vous savez, en fait, non, nous étions au mauvais endroit, au mauvais moment. Et moi, j'ai l'habitude de dire, vous savez, si vous êtes au mauvais endroit, par exemple, si vous êtes au mauvais moment, au mauvais endroit, derrière un Airbus ou un Boeing qui décolle, il va pas rester grand-chose de vous. Et je pense que ces témoins ont vécu ce genre de choses. Mais il y a quelques exceptions. Alors, même pour l'histoire du Roswell brésilien. Ouf. Alors, effectivement, en Amérique du Sud, il y a quelques exceptions, on va dire, parce que les premiers cas absolument terribles que l'on connaît, sont passés à Colares, dans le nord-est brésilien, à l'embouchure du fleuve Amazone. Et ça, c'est un cas absolument incroyable, parce que durant plusieurs mois, on a une population extrêmement humble de pêcheurs. Ces gens ont été survolés par des objets qui dirigeaient sur eux des rayons, et suite à ça, les gens souffraient d'asthénie, perdaient leur énergie. Certains sont décédés, et ça a été, si vous voulez, ça a créé une telle confusion dans le pays que l'armée est venue s'installer, la FAB, la Force aérienne brésilienne, est venue s'installer pendant plusieurs mois à Colares et dans les alentours de Colares. Ils ont réalisé des milliers de photos, ils ont tourné des centaines de vidéos absolument. Jacques Vallée nous disait il avait vu, lui, par exemple, des images d'objets sortant, je sais pas si vous imaginez, jaillissant de l'embouchure de l'Amazone. Je sais pas si vous voyez ce que c'est l'embouchure de l'Amazone. Des objets comme ça, cerclés d'une sorte de truc en métal, comme ça, qui jaillissait de l'embouchure, des flots tumultueux de l'Amazone. Filmé par l'armée, ça a été d'ailleurs, et tous ces documents ont été rendus publics au Brésil.
Et c'est le premier cas, enfin on va dire c'est les premiers cas où on a l'impression qu'il y a quelque chose d'offensif. Ceci dit, le militaire qui a été en charge de cette enquête, le Parsa Pratao, l'opération Assiette, s'est hélas suicidé. Mais avant de se suicider, il disait, j'aimais beaucoup son hypothèse. Il disait, je pense pas qu'ils étaient réellement offensifs. Ils avaient besoin d'une énergie, comme nous on peut puiser notre énergie chez certains animaux. Hein. On dévore des animaux, on les tue. Ils avaient besoin de puiser cette énergie. Ils l'ont peut-être puisée sur nous, mais il avait l'impression, lui qui avait mené cette enquête, disait, j'ai pas l'impression qu'ils étaient offensifs. En tout cas pour hélas beaucoup de pauvres pêcheurs du Nord-Est, ce fut extrêmement triste et dommageable. Voilà. Alors dans certains cas, peut-être qu'ils viennent puiser de l'énergie, dans d'autres, ils en donnent de l'énergie. Absolument. Et ils guérissent parfois. Alors il y a cette histoire au Pérou de Donato. De Donato Cervantes, et puis il y a aussi cette histoire que j'aime infiniment parce qu'elle a été incroyablement enquêtée, c'est l'histoire de Robert Good et Billy McCoy en septembre 65 dans le comté de Brazoria, aux USA. Là, j'adore cette histoire. On a un policier qui a attrapé un alligator et qui a décidé de montrer cet alligator à son jeune fils. Donc il a ligoté le saurien, il l'a mis dans une baignoire dans son garage, et puis il a montré à son fils qui était émerveillé de voir quand même ce bel animal, c'est un animal magnifique l'alligator. Et le lendemain, il a une journée très chargée, il décide de libérer cet alligator et il dit je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un moment d'absence, je l'ai attrapé par la queue et l'animal s'est retourné quand on connaît la force de la morsure d'un alligator et il lui a presque sectionné son index. Et là, on a affaire à des hommes courageux, valeureux, comme il avait une longue journée de responsabilité, parce qu'il devait gérer la sécurité sur un stade parce qu'il y avait une rencontre de foot extrêmement importante. Donc il s'est dit, il a attrapé un bandage sommaire, il a bandé son doigt comme ça, qui très vite s'est maculé de sang. Il s'est dit, tant pis, je vais aller bosser. Et il est allé travailler en souffrant, le martyr. Il explique que toute la journée, ça devient insupportable, cette douleur est insupportable. Et le soir, il a une patrouille aussi importante à effectuer. Il va demander à un collègue à lui en disant, est-ce que tu peux m'accompagner parce que je ne sais pas si je vais pouvoir conduire longtemps. J'ai extrêmement mal. Et son collègue l'accompagne. Et ils vont comme ça, donc ils vont sillonner les routes de leur mission. Lorsqu'ils vont apercevoir une lumière mauve dans le ciel, se demandant ce que c'est cette lumière, donc ils vont s'interroger, ils vont se déplacer à plusieurs endroits, et de façon incroyable, comme s'il y avait une interaction, parce que ça c'est toujours quelque chose de parfois récurrent, soudain, en quelques secondes, l'objet est pratiquement au-dessus de leur voiture. Et l'objet va émettre une sorte de faisceau de lumière mauve, comme ça, sur la voiture. Il faut savoir que Robert Good, à ce moment-là, est à la place du chauffeur, et sa vitre est ouverte et sa main pend à l'extérieur. Et donc la main va être touchée par le vaisseau, lui va être touché par par faisceau de lumière mauve. Donc ils sont terrorisés. Hein. Nos deux policiers sont vraiment terrorisés. Ils vont essayer de voir l'OVNI va disparaître, hein, l'objet volant non identifié va disparaître. Et ils vont essayer de le traquer, puis ils vont le perdre assez rapidement. Donc ils sont très très secoués, ils vont décider de s'octroyer une pause comme ça, une petite pause pour manger. Ils racontent qu'ils vont dans une petite gargote au bord de la route pour manger des œufs brouillés. Et là son collègue lui dit, ce qu'on vient de vivre c'est absolument incroyable, mais au moins ça a un avantage, c'est que t'as plus pensé à la douleur de ta main, parce que qu'est-ce que tu souffrais? Et là il va lui dire d'un seul coup, mais c'est extrêmement étrange parce que j'ai plus mal. Et très lentement, il va défaire son bandage. Et là, les deux vont rester sans voix. C'est que sa main est guérie. Il n'y a pratiquement plus aucune trace. Il avait un doigt qui était presque sectionné, il faut savoir. Et donc, ça a été... On a des témoins, ce sont des policiers, donc on a des témoins au commissariat qui ont vu son doigt le matin, donc qui ne racontaient pas d'histoire, qui l'ont plaint en lui disant, le pauvre, ça va être rude, il faut que tu ailles voir un médecin, etc. Et le soir, on voit ça, un mec a complètement guéri, c'est inexplicable. Et ça va être
incroyablement enquêté, c'est-à-dire l'Air Force, donc les militaires de la force aérienne vont venir enquêter, etc. Et après une longue enquête circonstanciée, fouillée, de toute façon, le résultat sera objet volant non identifié, guérison inexplicable. Voilà. J'aime beaucoup ce cas parce qu'il est extrêmement factuel. Je voudrais qu'on revienne sur le cas du Roswell brésilien. Pourquoi je vous demande de revenir dessus? C'est parce qu'à un moment donné, dans cette enquête, il y a un médecin qui va rencontrer une équipe. Alors, on replonge dans le décor de cette histoire. C'était en 1996. Ça s'est passé en 1996 à Varginha. Varginha en français. Ça avait un meilleur accent que moi. Ouais. C'est une petite bourgade brésilienne sans histoire. Et puis en 96, comme ça commence un soir où on a un couple de paysans qui sont pratiquement réveillés par le tohu-bohu que mènent leurs animaux. Ce sont des éleveurs, en fait. Ils ont un troupeau de bovins. Et là, ces bovins mènent un vacarme assourdissant. Donc, ils vont se mettre à la fenêtre et ils vont apercevoir une sorte d'objet qu'ils vont comparer à un sous-marin très étrange, comme ça, qui vole, qui a des côtés transparents par moment, mais qui visiblement est en mauvais état. Qui semble libérer de certaines matières comme ça et qui va s'éloigner vers Varginha et qui semble s'écraser à la périphérie de Varginha. Voilà. Suite à ça, on raconte que ce vaisseau s'étant écrasé, des créatures étranges, des créatures baroques, des créatures d'outre-espace, des créatures extraterrestres, on peut les appeler comme on veut, hein, se sont échappées de ce vaisseau et se sont réfugiées dans la ville. Et là, on va avoir énormément de témoins, en fait. D'abord, on va avoir 3 jeunes filles qui ont aidé une amie à déménager, qui vont rentrer chez elles, qui passent par un petit terrain vague et qui vont apercevoir au bord d'un mur une créature comme ça qui est recroquevillée. Et elles vont être terrifiées parce que elle a 3 bosses, cette créature. C'est celle que mon ami Armand Altaï a peint pour moi en couverture. Vous voyez, cette créature qui avait 3 bosses, des yeux fluorescents comme ça. J'adore la façon dont on décrit ses yeux. On disait que ses yeux, d'un seul coup, lorsqu'on l'a fixé, ses yeux s'illuminaient comme les phares arrière d'une voiture. Voilà, comme l'effet de position arrière d'une voiture. Donc ça, d'un seul coup, ça a éclairé son visage. Et on a énormément de témoignages de pompiers, de militaires, de policiers et de civils qui ont vu cette créature. Et c'est vrai que le passage que je préfère, c'est celui sur lequel vous vous êtes arrêté, à juste titre, parce qu'on a le témoignage de médecins. Donc une de ces créatures aurait été ramassé et attrapé par un policier. Marco Elixeres, qui va le payer extrêmement cher, puisque de toute façon, il va mourir dans les semaines qui suivent d'une triple infection inexplicable pour les médecins de l'époque. Disons, c'est pas possible, quoi. Il a fait 3 infections massives, quoi. Donc, c'est visiblement quelque chose qu'il aurait acquis. Parce que ce qu'on sait, c'est que il roulait sous la pluie et cette créature est passée devant la voiture. Donc ils ont freiné à mort, vraiment, ils ont dérapé sur la route et cette créature était très très faible. Et ce jeune garçon a eu le réflexe d'attraper cette créature. Il a vraiment attrapé cette créature, il l'a installée comme ça sur le siège arrière de la voiture. Donc il a été en contact avec cette créature et visiblement, parfois, c'est risqué. Là, en tout cas, dans son cas, c'était visiblement risqué. Il est mort de façon épouvantable. Et surtout, la famille n'a même pas pu assister aux obsèques. L'armée a fait ce qu'on appelle un cover-up, c'est-à-dire à cacher tout ça. Il a été mis dans un cercueil en zinc. Même son épouse n'a pas pu assister. J'avais récupéré une interview de son épouse qui était déchirée en disant j'ai même pas pu assister aux obsèques de mon époux. Et donc, parce qu'il y aurait eu plusieurs créatures. Alors, visiblement, il semblerait que ce soit cette créature-là qui lors, on ne sait pas, mais qui semble lors du crash de cet ovni, aurait souffert d'une fracture, d'une énorme fracture à la jambe. Il s'avère que d'un seul coup, l'armée a mobilisé l'hôpital régional de Varginha, a convoqué des médecins, des médecins orthopédistes, ont
complètement ceinturé l'hôpital. On ne pouvait plus bouger à l'hôpital, et ils ont amené ces médecins dans une salle en leur disant armés, donc surveillez, vous allez opérer ce patient, évidemment sans ébruiter, et il a intérêt à survivre. Et les médecins étaient absolument terrifiés. Les médecins ont dit, on n'avait jamais vécu ça. Puis en état de siège, l'hôpital était en état de siège. Et il raconte que il pensait que c'était en fait le fils d'un grand responsable de l'armée qui avait été accidenté, mais il raconte que lorsqu'ils se sont approchés de la table d'opération et qu'ils ont soulevé le voile, ça a été une surprise absolument, enfin, à la fois une terreur, une consternation, et puis une interrogation, parce que cette créature n'avait, voilà, c'est tombé sur cette créature-là. Et j'adore le témoignage de ces médecins qui disent que ils se sont posés beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut l'anesthésier? Est-ce qu'il faut le mettre sous oxygène? Bon, on va pas l'anesthésier parce qu'on ne sait pas comment il va réagir à l'anesthésie. Le mettre sous oxygène, on ne sait pas. Ça semble venir d'ailleurs. Si ça vient d'une autre planète, eux-mêmes se posent la question. C'est incroyable, en disant quelle est leur atmosphère. Donc non. Donc ils ont opéré absolument à vif comme ça. Ils ont réduit la fracture. Et le chirurgien principal disait j'évitais de la regarder. J'évitais de la regarder. Puis soudain, à un moment donné, mon regard a rencontré le sien. Et là, ça corrobore avec d'autres observations, c'est-à-dire que ses yeux se sont mis à s'animer, comme ça, à rougeoyer, comme ça. Il dit, j'avais l'impression d'une sorte de tourbillon, comme ça, rouge. Et cette créature m'a envoyé un nombre incroyable d'informations. Si bien que j'ai eu le vertige et j'ai été malade pendant une semaine. C'était tellement violent. Et j'adore ce que cette créature lui a dit. D'abord, elle lui a dit... vous savez, on n'a pas besoin vous n'aviez pas besoin de m'amener dans un endroit comme ça pour me guérir. Nous sommes capables de nous guérir nous-mêmes avec l'énergie. Donc, et puis elle lui a dit une chose absolument incroyable. Elle lui a dit, on a beaucoup de peine pour vous parce que vous êtes souvent ébahis de voir ce que nous pouvons faire, mais vous êtes capable de le faire, sauf que vous avez oublié que vous étiez des êtres spirituels et que vous êtes complètement retranché de votre spiritualité. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très très beau. Et souvent dans ces cas de rencontres, tous sont unanimes en fait. Tous les témoignages sont unanimes, c'est que la communication passe à travers la télépathie. Absolument. C'est toujours télépathique, absolument. Oui. Et c'est unanime. Vous avez raison. C'est troublant, mais c'est comme ça. Ça se passe. On n'a pas besoin de mots. Ça se passe ailleurs. Oui, parce que souvent, des créatures sans bouche, sans... Oui, enfin... Absolument. Ou il y a ce cas qui est un de mes préférés, qui est le cas de Jean Ingley, le dernier cas de cette Anglaise, de cette dame anglaise absolument sans histoire, qui va être confrontée à deux petites créatures incroyables qui vont secouer son arbre de Noël. Et alors là, eux c'est bizarre parce qu'ils parlent, mais ils parlent à l'unisson. Il y en a trois, et ils posent leurs mains sur la poitrine comme ça, et elles disent que c'est une sorte de voix métallique comme ça, et c'était à l'unisson, c'est-à-dire que les trois parlaient ensemble. Quand je vous disais qu'on était face à un phénomène, à un festival d'absurdité fascinant, mais parce que ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer, parce que ce n'est pas notre façon d'être, ce ne sont pas nos si vous voulez, nos repères. Donc, nous discutons d'une certaine façon, nous avons un langage codé d'une certaine façon, articulé d'une certaine façon. Donc, face à notre langage, regardez, on est complètement abasourdi face au langage des dauphins, par exemple, ou des grands cétacés. Les baleines ont un langage absolument magnifique, que j'adore écouter comme ça, qui me berce parfois, mais on est incapable de l'appréhender. Et pourtant, nous sommes cousins, nous vivons sur la même planète. Alors imaginons une intelligence non humaine. Je crois qu'on n'est pas prêt à l'appréhender. Mais enfin, ceci dit, je crois qu'ils ont la possibilité, selon ces témoignages, justement, de manier la télépathie avec virtuosité. Alors pendant longtemps, le Pentagone a enquêté de manière clandestine sur ces apparitions extraterrestres. Pour quelles raisons ? Pour quelle raison, au départ, vous avez invoqué une raison pour un problème de sécurité? Bien sûr. Est-ce que c'est le seul... Oui, mais c'est le principal.
Vous savez, le Pentagone, donc c'est l'armée américaine, c'est l'état-major américain. Leur tâche première, c'est la sécurité de la nation. Hein. Et de savoir que votre espace aérien est violé, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, par des objets parfois gigantesques, et qui maîtrisent une technologie qui visiblement nous échappe. Moi, je peux vous dire une chose, c'est que dès les années 40, et ça j'ai les documents, je plaisante pas, l'état-major est dans un état de panique totale, Pourquoi? Parce que, surtout, il y a une sorte de démonstration impertinente, je dirais, d'une insolence sans nom. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut savoir, et on peut faire la démonstration, là, tout ce que je vous dis est extrêmement factuel. C'est-à-dire que l'état-major se rend compte que ces objets apparaissent au-dessus de certains endroits aux États-Unis. Quels sont ces endroits? Ce sont toutes les bases clandestines américaines, militaires, liées au nucléaire. L'armée est dans un état de panique absolue. Donc on va faire appel à un astrophysicien, un éminent astrophysicien de l'époque qui s'appelle Lincoln Laplace. Et l'armée va demander à Lincoln Laplace de dresser un rapport de ce qui se passe. Et Lincoln Laplace va rendre son rapport. Hein. Je crois que c'est fin 59, début 60 à peu près. Et je fais parfois la démonstration dans mes conférences. Si on prend le rapport le rapport Laplace, qui s'appelle le rapport Laplace, on prend une carte des États-Unis de l'époque et vous mettez une punaise rouge à tous les endroits où apparaissent ces aérolithes. Hein, on les appelait comme ça, aérolithes, ou flying saucers, soucoupe volante. Vous mettez une punaise. Et en fait, n'importe quel ennemi, n'importe quel belligérant qui aurait possédé ce rapport à l'époque savait où étaient toutes les bases clandestines américaines, militaires, liées au nucléaire. Roswell, où il y avait de tristes mémoires, les bombardiers qui ont amené la bombe à Hiroshima, Nagasaki, un épisode effroyable, impardonnable pour les États-Unis. Killeen, Alamogordo, où étaient menées toutes les expériences, Trinity, où il y a eu les premières essais nucléaires, de tristes mémoires aussi. Tout ça est de tristes mémoires. Et ces aérolithes avaient désigné, si vous voulez, hein, à qui voulait pas tendre l'oreille, mais jeter un œil, tous ces endroits clandestins. Donc vous pouvez imaginer la panique de l'état-major. L'état-major américain a toujours traité ce sujet de façon extrêmement sérieuse. Grâce à la loi de la liberté d'information aux États-Unis, vous pouvez demander certains documents, on en a récupéré des milliers. Il y en a certains qui seront jamais, enfin jusqu'à aujourd'hui, qui seront jamais déclassifiés, mais donc c'est-à-dire que la CIA, le FBI, l'Air Force, la Navy ont édité des milliers de mémos, des milliers de documents de recherche sur si c'était des calembredaines, ils l'auraient pas fait, voyez. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a énormément ennuyé l'état-major américain. Pas que l'état-major américain, le gouvernement aussi, mais l'état-major américain a été très ennuyé. Donc la dernière commission officielle qui a été menée par les militaires américains s'appelait le projet Blue Book. Vous avez peut-être entendu parler de ça parce qu'il y a eu une série en 2 saisons autour de cette histoire, une série très intéressante, hein. Et bon, ils ont fait un peu forcer le trait, mais en tout cas sympa à regarder. Et il faut savoir que si la série est intéressante et divertissante, la commission Blue Book l'était pas, hein. Et les conclusions en 69 de la commission Blue Book, elle était simple, c'était: il n'y a rien dans votre ciel d'inquiétant, ces ovnis c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, ce sont des méprises de phénomènes naturels, voilà. Dormez, citoyens, dormez tranquille, et il n'y a rien d'exotique, d'exogène, d'étranger là-dedans. Bon. Il faut savoir que ces conclusions du projet Blue Book, émises en 69, ont eu valeur d'évangile, je dis bien d'évangile, et surtout dissuasif pour toute personne qui voulait aborder le sujet. Moi, je peux vous le dire parce que j'avais tenté d'obtenir certains dossiers aux États-Unis et je me suis fait, blague voulée, à couper dans le derrière très rapidement.
jusqu'en 2017, jusqu'au 16 décembre 2017, où le New York Times va publier un papier qui est signé par 3 journalistes. Il y a Leslie Kean, Ralph Blumenthal et Helen Cooper. Et ce papier va être un pavé dans la mare. Hein. Et à partir de là, je peux vous dire que ça a causé une panique totale dans les couloirs du pouvoir à Washington. Pourquoi? Parce que ce papier vous dit en gros, le New York Times vous dit à ce moment-là, l'état-major vous a menti. L'état-major vous dit, hein, donc le dictat officiel même de l'état-major, c'est il n'y a rien, ces ovnis, ne vous y intéressez pas, c'est ridicule, ça n'a aucun intérêt. Et puis le New York Times révèle que en fait le Pentagone a enquêté clandestinement, a créé un programme qui s'appelle AATIP, qui a coûté 22 millions de dollars, et tout ça s'est passé au 5e étage de l'annexé du Pentagone, enfin, je sais pas si vous voyez le truc, et mené par un officier du renseignement qui s'appelle Luis Elizondo. Et là, les citoyens américains sont un peu tombés de l'armoire, quoi, en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, on nous a menti. Le Sénat s'est emparé de cette histoire, et donc suite à des demandes nourries, le Pentagone a dû s'exprimer, et en juin 2021, le Pentagone a rendu public un rapport préliminaire de 9 pages où ils expliquent qu'ils se sont penchés sur 144 cas qui ne peuvent absolument pas expliquer, que on parle d'objets physiques, de physical objects. On parle plus de, si vous voulez, de psychose collective, d'hallucination ou autre chose. On en parle d'objets physiques qui ont d'ailleurs été détectés par un matériel de détection extrêmement sophistiqué, électro-optique, infrarouge, etc. Et surtout, on nous dit que ce qui est vraiment très très embêtant, c'est que ces objets adorent semer la panique lors d'entraînements clandestins de l'armée. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un moment cardinal, absolument cardinal. Vous avez l'état-major américain, le Pentagone, qui reconnaît à ce moment-là la réalité du phénomène. C'est-à-dire que si vous voulez, entre 69, on va dire, et 2021, c'était les ovnis n'existent pas, et vous pouvez rire, et vous pouvez traiter avec dérision tous les témoins. Et à partir de 2021, on ne rit plus. C'est un phénomène qui est là. Et la grande question maintenant, c'est plus s'ils existent, c'est quelle est la nature intrinsèque de ce phénomène. Est-ce que c'est un belligérant aujourd'hui? Est-ce que c'est la Russie, la Chine qui maîtrise une technologie absolument époustouflante? Est-ce que c'est interdimensionnel? Est-ce que ça vient d'outre-espace? Est-ce que c'est extraterrestre? Donc la question est posée, si vous voulez, le débat est sur la table, et ça ne cesse depuis, si vous voulez, si on suit le dossier, c'est pyrotechnique, c'est-à-dire que toutes les semaines on a des déclarations de sénateurs, de gens du Congrès, d'anciens agents de renseignement, de militaires, enfin là on vit une véritable pyrotechnie, c'est absolument fascinant, mais on en est là, c'est-à-dire aujourd'hui. Et je le dis tout le temps, les ovnis, chaussés de feutre, comme je dis, ont quitté le dossier du paranormal, ce casier foutraque où on met tout ce qui n'est pas censé exister. Aujourd'hui, les ovnis sont absolument reconnus comme une réalité. Alors, peut-être aussi que le Pentagone a essayé d'étouffer cette affaire, en tout cas de la cacher publiquement, jusqu'en 2017, jusqu'à ce fameux article. Absolument. Et puis aujourd'hui, ils ne peuvent plus, finalement, oui. Ils ne peuvent plus. Oui. Et ce qui donne effectivement les nombreuses sorties de tout le monde, des témoignages de tout le monde. Puis on a eu cette commission, enfin David Grush. David Grush, 36 ans, ex-officier du renseignement, avec 14 ans dans l'enseignement, et qui a, dès le mois de juin 2023, s'est exprimé d'abord dans un média qui s'appelle Le Débrief, et puis ensuite, suite à ces révélations fracassantes, parce que David Grush va beaucoup plus loin, il dit que de toute façon, le gouvernement américain a récupéré, lors d'un crash, un vaisseau exogène, mais surtout,
et c'est là où le bas blesse, et c'est là où d'un seul coup c'est panique, on aurait récupéré du matériel biologique non humain, c'est-à-dire des ufos, ce qu'on appelle des ufonautes, c'est-à-dire des pilotes exotiques. Voilà. Et là, c'est. Et il parle aussi de l'existence de programmes secrets. Absolument, absolument. Donc là, oui, absolument. On savait qu'il existait ce qu'on appelait des black programs. Ça, c'est plus une découverte, ça on sait. Mais surtout, là, d'une sorte de commission dont le rôle est évidemment de dissimuler totalement aux citoyens, à la population, ce qu'ils ont récupéré, et surtout d'exploiter. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la rétro-ingénierie, c'est-à-dire de tenter d'exploiter cette technologie qui semble très au-delà de nos possibilités humaines pour l'instant. Voilà. Alors, on a beaucoup parlé des militaires, et notamment d'Air Force, qui avaient beaucoup d'expérience, qui ont eu beaucoup d'expérience avec ces phénomènes extraterrestres. J'aimerais vous interroger sur le fameux triangle des Bermudes. Oui. Est-ce que ça aurait un rapport? On en a beaucoup parlé, on en a fait des tas de séries, de films, c'était en 1945. Absolument. Il y a 5 avions militaires qui ont disparu. Un avion qui était envoyé pour sauver en sauvetage a également disparu. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut en penser? À l'époque, Christophe Colomb disait que dans ce secteur, ma boussole, voilà. Et d'ailleurs, Colomb aurait assisté. Alors là, bon, à prendre avec des pincettes, parce que si vous voulez, tous ces témoignages anciens, on sait que ils pouvaient décrire des phénomènes selon leur culture. Donc, mais en tout cas, dans le journal de bord de Christophe Colomb, peu avant d'appréhender les codes du Nouveau Monde, il raconte qu'ils ont vu quelque chose de lumineux jaillir des flots, sortir de la mer et rester en suspension. Et quelques heures après, ils abordaient sur les côtes du Nouveau Monde. Et on a dit à ce moment-là que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique, ce qui pour moi me met dans une colère canine, parce qu'on ne découvre pas une terre déjà peuplée. Surtout pas. Voilà. Et alors, sur le triangle des Bermudes? Pour en revenir, écoutez, il y a beaucoup d'hypothèses concernant le triangle des Bermudes. Celle qui m'avait le plus fait rire et qui a été une hypothèse scientifique, on a parlé de flatulence. Il semblerait, pour des scientifiques, il semblerait que c'est vraiment tracté par les cheveux, hein. Mais il semblerait qu'il y ait si vous voulez, le sous-sol dégagerait des espèces de bulles de méthane, une espèce de flatulence vraiment, qui monterait à la surface et qui coulerait les navires. Mais l'hypothèse, par exemple, des flatulences, qui me fait beaucoup rire et qui est une de mes préférées, ne peut pas expliquer que des avions disparaissent. C'est-à-dire qu'il faudrait que les flatulences puissent jaillir, et voilà, s'élever en altitude. Mais on a parlé de sortes de trucs électromagnétiques, et puis évidemment on a beaucoup parlé aussi d'objets volants non identifiés qui ont été aperçus dans ce territoire, ce vaste territoire aquatique comme ça. Pour vous dire la réalité, le dossier m'intéresse, me plaît. J'ai pas mal de livres sur le triangle des Bermudes, mais j'ai aucune conclusion. Si j'avais une conclusion, j'écrirais sans doute le livre du siècle, mais vous savez, je ne peux que... Je dis toujours, dans ces cas-là, il faut juste rester dans l'ouvert, accepter les hypothèses, et puis et je pense, vous savez, la science philosophiquement est quelque chose qui ne peut qu'évoluer. C'est pas du tout figé. On en fait souvent, depuis le XXe siècle, a fait de la science une sorte de religion un peu figée, et c'est vraiment dommage. C'est un peu triste à cause de ça, parce que poser un regard scientifique, par exemple, sur le triangle des Bermudes, ce regard ne peut qu'évoluer avec les découvertes et avec le temps. Donc
rassembler, comme je dis, les matières premières, et puis peut-être que je n'aurai pas la solution, mais peut-être que d'autres générations l'auront. En tout cas, j'aurais tenté peut-être d'essayer de mettre même pas une pierre, à minuscule gravier dans l'édifice, et si c'est possible, ben, tant mieux. Je serais content, je serais content d'avoir fait ça. Alors, on n'a pas encore parlé de la position de la France sur cette question d'ufologie. Pourtant, plusieurs cas ont été rapportés dans l'Hexagone, et vous dites justement dans votre livre que l'année 1974 a été une année folle pour le nombre, en termes de nombre de cas. Oui, tout à fait. C'est une vague. Observé. Là, on va vivre une vague. Ça commence je crois, en 73 avec le survol de l'aéroport italien, où on a là des milliers de témoins. Il y a un avion qui est sur le point d'atterrir et qui va essayer de traquer cet objet, qui va dire cet objet est absolument hallucinant. Et à partir de là, ça va être un festival. Ben, c'est des vagues, comme on a vécu en 54. Hein. Et puis on a un journaliste, un grand journaliste, une star de l'écran cathodique, hein, qui s'appelle Jean-Claude Bourret, qui m'a raconté personnellement que c'est le cas de l'aéroport de Turin qui l'a fait plonger dans le dossier, et ça l'a absolument fasciné, et encore aujourd'hui Jean-Claude écrit des livres géniaux sur le sujet, et c'est vrai que, si vous voulez, cette année 70 a commencé à cravacher les curiosités et les imaginations. Et Jean-Claude Bourret, qui a fait un travail absolument incroyable, hein, à l'époque, il a écrit des livres qui rencontraient un succès phénoménal, a même réalisé une chose insensée. Il a réalisé la première interview du ministre Gallet, à l'époque ministre des Armées. Des Armées. Et qui va lui dire à son micro, je crois que c'était sur Europe 1, qui va lui dire non, c'est un sujet à traiter avec sérieux. Je sais pas si vous vous rendez compte, le choc. Et d'ailleurs, suite à cette vague, la France va être pionnière en la matière, absolument pionnière. Elle va créer un bureau au centre du CNES, quand même, du Centre national des études aérospatiales, un bureau absolument officiel qui va s'appeler le GEPAN, et et dont le but va être vraiment d'étudier tous ces cas d'apparition de mystérieux objets célestes. Donc nous avons été pionniers. Aujourd'hui, les États-Unis font la même chose. Il y a un nouveau bureau, hein, le Pentagone a créé un nouveau bureau là, mais au fond, c'est juste, c'est le cousin germain de notre GEPAN. Vous avez raconté aussi une anecdote à propos de Charles de Gaulle, qui à l'époque aimait se faire projeter des films sur les ovnis. Tout à fait. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, peut-être que les politiques étaient un peu plus ouverts sur ce sujet? Je vois mal un journaliste poser la question à l'actuel, par exemple, ministre des Armées, que pensez-vous des extraterrestres ou Vous savez, je pense que même s'ils s'y intéressent, ils le diront pas, parce que attaché à ce dossier OVNI, hélas, il y a toujours quelque chose d'un peu ridicule. Je sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, j'ai trouvé ça au moins valeureux de leur part. Il y a eu une session, la première session publique de la NASA, consacrée vraiment aux ovnis, qui a duré 4 heures quand même, hein, la NASA, quoi, avec un parterre scientifique en océanographie, astrobiologie, génétique, enfin c'est un truc incroyable. Et le premier, si vous voulez, le premier discours en ouverture de cette session, ça a été, de la part de la NASA, il est insupportable que ce dossier OVNI soit classé de complotiste et de sensationnaliste. Aujourd'hui, il faut cesser absolument, et il faut le traiter de matière scientifique. Je trouve ça intéressant parce que, effectivement, encore aujourd'hui, même chez nous, il y a toujours des ricanements, vous savez, et je pense que nos politiques sont extrêmement pleutres
extrêmement frileux, ils n'auront pas le courage d'embrasser le dossier, même si certains, je suis certain, s'y intéressent. Dans le premier livre coécrit avec Yves, Yves raconte une anecdote après avoir rencontré dans la rue Lionel Jospin, ministre de l'époque. Demande à Lionel Jospin, il demande à Lionel Jospin, est-ce que vous vous souvenez du rapport Cometa? Le rapport Cometa était un rapport qui a été rendu en 99 par un parterre d'éminents personnages français, du renseignement, de l'armée, etc. OVNI, à quoi doit-on s'attendre? Et ce rapport avait été remis à Lionel Jospin, qui l'a remis à Jacques Chirac à l'époque. Et donc, quand Yves a demandé à Lionel Jospin est-ce que vous vous souvenez du rapport Cometa, il lui a répondu oui, je m'en souviens très bien. Et Yves lui a dit mais vous pensez quoi du sujet des PAN, du dossier des PAN? Et là, il s'est retourné vers Yves en lui disant mais monsieur, comment ne pas s'y intéresser? Donc, pour vous dire que je pense que, même si certaines personnes, je pense pas que tout le monde s'y intéresse. Je pense que je ne dirai rien, mais je pense que certains plus éclairés parmi nos politiques s'y intéressent, mais ne le diront pas, n'auront pas le courage de le dire frontalement. D'autres sont tellement perchés que... Ça reste un sujet en France pour les illuminés, peut-être, non? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Je crois qu'ils n'ont même pas la capacité, peut-être, d'aborder ce sujet-là. Comme je vous disais, on en parlait avant, vous savez, c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est un sujet qui est extrêmement transversal, c'est-à-dire que je pense que pour vraiment appréhender le dossier OVNI, il va falloir passer par plusieurs cases, cocher plusieurs cases et aller se renseigner sur la mécanique, la physique quantique, la théologie, la géopolitique, l'astronomie et tant d'autres choses. Si vous voulez l'aborder vraiment de façon un peu factuelle et raisonnable. C'est peut-être beaucoup demandé à certains de nos dirigeants, si vous voyez ce que je veux dire. Alors vous dites, il faudrait s'intéresser à tout un tas de sujets géopolitiques, théologiques. Pourquoi en fait tous ces sujets? Et si je vous pose cette question, c'est surtout pour revenir à ces témoignages, aux témoignages de gens qui ont expérimenté donc des rencontres avec ces extraterrestres. Parce que finalement, aucun ne se ressemble. Ils sont de différentes tailles, de différentes corpulences. Est-ce que finalement, quand vous dites l'astronomie, voilà, c'est ça qui m'a lancé sur ce sujet, quand vous dites l'astronomie, est-ce que finalement on peut émettre l'hypothèse que ces humanoïdes proviendraient de différentes galaxies, planètes? Alors, ou bien qu'ils vivraient simplement sur Terre. Ce sont des hypothèses. Voilà. Imaginons un extraterrestre. Allez, vous et moi, on va imaginer un extraterrestre qui vit sur une planète très loin, là-bas, on l'appellera comme on veut, et qui un jour a la possibilité de venir sur Terre. On lui dit, oh, il y a une petite bille bleue là qui est absolument incroyable. Donc, il va faire son petit engin et puis il va débarquer sur Terre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il va être confronté à une biodiversité, à des milliards de vies absolument insensées, et qu'il aura jamais assez de 1000 ans pour inventorier tout ce qui vit et tout ce qui est là sur notre planète. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne connaissons que 5% des océans. On ne sait pas ce qui vit encore dans les océans. Dans les canopées sud-américaines, dans les tépuis du Venezuela, on ne sait même pas tous les milliards d'insectes et des formes de vie qui existent. Donc, mais comme on se les imagine avec une technologie très très avancée par rapport à la nôtre, donc on se dit qu'il y a une connaissance en fait bien sûr, avancée que nous n'avons pas. D'ailleurs, dans les témoignages, tout à l'heure, vous avez évoqué le témoignage du médecin qui a reçu des informations. Non, mais ça c'est une évidence parce qu'on parle, des témoins parlent par exemple dès les années 50 d'objets plongeant dans les océans et sortant des océans. Moi, je peux vous dire que dans les années
dans les années 50, on maîtrisait pas du tout cette technologie. Pour en revenir à cette technologie, j'ai beaucoup aimé le témoignage de David Fravor. En novembre 2004, il s'est passé un événement absolument cardinal. Là aussi, c'est un moment cardinal, c'est-à-dire que on a pu filmer un de ces ovnis, un de ces objets volants non identifiés, en forme de tic-tac. Hein, c'était lors d'une manœuvre du porte-avions le Nimitz. Et la manœuvre a été interrompue parce que d'un seul coup, les opérateurs de bord ont dit attention, il y a des objets au-dessus, des objets bizarres, etc. Donc on envoie 2 pilotes chevronnés, hein, David Fravor et Jim Schlage, son ailier. Et David Fravor, on lui dit allez voir ça de près. Et donc David Fravor vole à 6000 mètres d'altitude à ce moment-là, et en regardant plus bas, il va se rendre compte que il y a quelque chose qui est immergé, il y a une espèce, un objet, quelque chose. Pour ça, un objet, ça a l'air d'être lumineux, et c'est immergé, ça crée une espèce de bouillonnement à la surface de l'eau. Donc David Fravor va décider de faire une descente en piqué, comme ça, et il va se rendre compte que au-dessus de la surface de l'eau, il y a un engin de 12 mètres de long, qui est une sorte de cigare absolument lisse, blanc, comme ça, qui va comparer au bonbon Tic Tac. Et ça va rester, hein, ça va rentrer vraiment dans notre référentiel culturel. Et il va tenter de l'appréhender d'une certaine façon. Et ce qu'il va raconter, c'est absolument incroyable. Il va dire, au moment où je décide de mettre le cap sur cet objet, l'objet se retourne vers moi et s'en va. Et une manœuvre en esquivant, quoi. Il fait une manœuvre. Et David Fravor va dire, c'est comme si déjà il avait anticipé. Il avait deviné mes intentions, il avait anticipé, hein, ce que j'allais faire. Et là, ce qui va être encore plus incroyable, c'est que à ce moment-là, l'opérateur de vol va leur dire il est parti, donc maintenant rendez-vous à Cap Point. Hein. Cap Point, dans le jargon militaire, c'est le lieu de rendez-vous qui se situe à 60 km. Donc Fravor et Jim Schlage, qui sont sur des Hornet 18, là, des super engins, se dirigent vers Cap Point. Et au moment où ils se dirigent vers Cap Point, l'opérateur de vol les appelle en disant les mecs, vous n'allez pas le croire là, mais vous n'allez pas le croire. L'objet est déjà au lieu de rendez-vous. Vous avez devancé à 60 km. Donc là, on a affaire effectivement à une technologie absolument incroyable. Et vous savez ce qu'a déclaré David Fravor oui, parce qu'il a fait partie au Congrès, absolument. Il y avait aux côtés de David il était aux côtés de David Grush et Ryan Graves aussi, qui a raconté aussi des histoires absolument incroyables, hein, militaire assermenté. Hein. David Fravor a dit je pense pas qu'il y a 10 ans on maîtrisait cette technologie. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on la maîtrise. Je ne pense pas que dans 10 ans nous la maîtriserons. J'adorerais piloter un truc pareil. Je trouve ça. Il faut savoir que ces pilotes, enfin, c'était vraiment un chef d'escadron. Hein. Ces pilotes sont aussi des ingénieurs. Hein, voilà, ces pilotes américains sont aussi des ingénieurs. Donc, on voit d'où ils parlent. C'est pas. Donc, j'avais trouvé son témoignage extrêmement intéressant. Voilà. Ça restera des événements inexpliqués. Absolument inexpliqués. J'aimerais vous faire réagir sur une affaire. C'est l'affaire des momies de Nazca. Oui. Vous la connaissez? Oui, bien sûr, oui. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, en fait, ce sont des momies au nombre de 4 qui ont été retrouvées par un groupe de Huaqueros au Pérou. Les Huaqueros, ce sont des espèces de chasseurs de trésors, c'est ça? Je connais parce que j'ai passé du temps en Amérique du Sud. Je connais la Bolivie, je connais l'Argentine, le Paraguay. Alors, vous avez vu que récemment... je connais les Huaqueros. Et vous connaissez les Huaqueros et vous connaissez Thierry Jamin? Je connais pas personnellement, mais oui, je vois très bien qui est Thierry, absolument. Alors, lui, c'est un archéologue et chercheur français absolument. À la tête de l'Instituto Incari Cusco, et il a tout fait justement pour médiatiser cette affaire parce absolument. Que ces momies ont été retrouvées en fin 2015. Il a fallu attendre 1 an pour qu'elles soient relativement médiatisées. Et là, il y a eu une commission. Absolument. En novembre 2023, où un groupe de chercheurs qui ont
ont effectué des tests d'ADN sur ces momies, donc qui ont rendu leurs conclusions. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Elles ont été authentifiées, hein, ces momies, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dites, qu'on avait recréé ces momies, mais en fin de compte, voilà, les résultats sont là. Non, elles sont bien, elles existent, elles n'ont pas été reconstituées. La grande momie, peut-être à manier, à mon avis, avec précaution. Alors, je sais pas, parce que c'est pas, si vous voulez, c'est pas un dossier que j'ai vraiment, sur lequel je me suis vraiment penché, mais si vous voulez, ma première réaction, c'est par rapport aux Huaqueros. Je sais très bien qui sont les Huaqueros. Et je sais très bien que je comprends, je peux comprendre, c'est-à-dire que vivre au Pérou, en Bolivie, c'est extrêmement difficile, et ce sont des gens qui peuvent se procurer beaucoup d'argent en vendant des faux objets archéologiques, parce que quand vous allez en Bolivie, j'étais à La Paz, on vous vend des tas d'objets soi-disant précolombiens extrêmement rares qui ne sont que des contrefaçons. Et je sais que donc tous les moyens sont bons pour se procurer de l'argent. Ce que je trouve d'extrêmement gênant, si vous voulez, dans l'affaire des momies de Nazca, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité. Voilà, moi c'est ce qui me gêne. C'est-à-dire que quand on a demandé aux Huaqueros d'où proviennent ces momies, parce qu'on a eu un narratif absolument incroyable. Il paraît que c'était dans une espèce de grotte dans lesquelles on a vu d'ailleurs même des espèces de petits personnages filés à toute vitesse, etc. Bah, soyons transparents et disons voilà, ça s'est passé là, et puis allons explorer cette grotte. Mais évidemment tout ça, pas un mot, on ne sait pas d'où elles viennent, il n'y a aucune traçabilité. Donc dès l'instant où il n'y a pas de traçabilité, vous savez, j'émets un doute, voilà, j'ai pas de conclusion là-dessus, mais j'émets un doute. Voilà. L'argument des Huaqueros, c'est de ne pas divulguer, voilà, le lieu où, parce que, voilà, c'est leur terrain de chasse, en quelque sorte. Quelle est l'activité générale des Huaqueros? C'est piller des tombes, quand ils ont la possibilité. Et puis, il y a eu beaucoup, en Amérique du Sud, moi j'ai passé du temps en Amérique du Sud, je peux vous dire, il y a eu beaucoup de cas de fausses momies et de faux objets. C'est pas la première fois que ça pourrait être ça. Maintenant, je ne sais pas. Je ne tire pas de conclusion. Si vous voulez, j'ai pas c'est pas un dossier que j'ai. Même la présence de plaques d'osmium sur les momies, c'est pas quelque chose que. Je sais pas. Tout est vous savez, tout est possible. On peut faire beaucoup de choses. Alors que la grande momie, par exemple, ce que j'avais vu qui a été authentifié, bien sûr, parce que je pense que ça peut être une vraie momie. Ça peut être quelque chose qui vient d'ailleurs. Pourquoi pas? Mais ça peut être aussi une vraie momie. Une vraie momie sur lesquelles vous coupez deux doigts, elle devient à 3 doigts, etc. Je ne sais pas. Je ne me défile pas, mais c'est pas un sujet. Si vous voulez, c'est pas vraiment un dossier sur lequel je me suis penché. J'en ai tellement, si vous voulez, sur lesquels. Mais je reste toujours très prudent. Si vous voulez, tant que je n'ai pas moi-même relever mes manches et plonger dans l'histoire et aller voir de près et essayer de retrouver, de recomposer la traçabilité des choses, je ne me reconnais pas le droit de m'exprimer de façon tranchée et péremptoire. Voilà, je ne sais pas, mais j'émets un doute, parce que je crois qu'il faut toujours être doutant. C'est important de douter. Vous savez, c'est la base de la philosophie. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que de toute façon, la première question, je dirais, qui a façonné toute notre histoire de la philosophie, j'aime bien aborder ce domaine-là, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? Et ça commence avec les présocratiques, après on a le trio iconique, et ça va jusqu'à Descartes et jusqu'à Kant. J'ai mis en exergue de mon livre une phrase absolument incroyable de Kant.
Kant nous dit quoi? Kant est persuadé, Emmanuel Kant, qui a œuvré à la raison, comme un fou qui a défendu la raison. Et Emmanuel Kant, la sommité, le poids lourd de la philosophie, avec son manuel de critique de la raison pure sur lequel ont souffert tant d'étudiants et souffriront tant d'étudiants. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est persuadé que les autres planètes sont habitées, et il nous dit, ce n'est pas simplement une opinion, mais une ferme foi. Et il dit qu'il est prêt à parier tous ses biens, parce qu'il est sûr que toutes les planètes sont habitées. Idem pour Descartes, idem pour... on va se rendre compte que jusqu'au 19e siècle, c'est une question fondamentale. Nous sommes dans l'univers. Pourquoi? Parce que si vous voulez, depuis les présocratiques, les premiers philosophes, c'est est-ce que nous vivons dans un monde clos, ou est-ce que nous vivons dans un univers infini? Et si l'univers est infini, bah, c'est évident qu'il y a d'autres peuples. Vous vous rendez compte qu'au 19e siècle, on avait un astrophysicien absolument fabuleux, philosophe, qui s'appelait Camille Flammarion, et qui a écrit des livres sur la pluralité des planètes habitées, la pluralité d'autres mondes habités. Et des livres qui étaient considérés comme extrêmement sérieux. Et arrive le XXe siècle. Et ça, c'est étrange. C'est aussi étrange, c'est-à-dire que on n'a jamais autant parlé si vous voulez, d'altérité au XXe siècle, mais on adore parler d'altérité, si vous voulez, je dirais, collective, c'est-à-dire entre nous. Parce que si on aborde au XXe siècle, si vous avez le malheur d'aborder l'altérité radicale, il n'y a plus personne, c'est fini. Absolument fini. Là aussi, ils sont d'une frilosité. Alors que la question « sommes-nous seuls dans l'univers ?» a façonné toute l'histoire de la philosophie. Et ça, j'en discute avec qui veut. Vraiment. Si je vous dis ésotérisme, est-ce que ça vous parle? Oui, bien sûr. Enfin, le terme m'évoque, comme le terme paranormal, comme tout ça. Oui. Alors, si vous connaissez Geneviève Delpech, est-ce que vous la connaissez? Elle est auteure, elle est médium. Elle est médium. Oui, absolument. Elle collabore avec la police sur des affaires de disparition. Absolument. Oui, je vois très bien qui c'est. Également la femme du regretté chanteur Michel Delpech. Absolument, tout à fait. Et elle raconte souvent son parcours, son don, ses nombreuses expériences spirituelles, parce qu'elle a des contacts, elle a écrit de nombreux livres à ce sujet. Et si je voulais vous parler de Geneviève Delpech, c'est parce qu'elle croit fortement à l'existence des extraterrestres, et qu'elle a même annoncé dans certaines de ses interviews qu'ils allaient se présenter à nous dans un avenir sans doute très proche. En tout cas, que nous, êtres humains, nous allions apprendre leur existence, et qu'en quelque sorte, on est en train de nous préparer en fait à ces contacts. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, j'adorerais, je ne peux que... J'ai une gourmandise totale pour ce genre d'hypothèse, vraiment, j'adorerais, mais merci. Et si elle ne se trompe pas, mais mille merci, et je n'attends que ça. J'attends avec joie et intérêt, absolument. J'adorerais, évidemment, j'adorerais ça. C'est mon dernier vœu avant de m'en aller. Si l'univers est clément avec moi, peut-être que ça se passera autrement. Je le verrai peut-être d'ailleurs, ou les prochaines générations le verront. Ce qui signifie que vous n'avez jamais expérimenté de rencontre. Si, j'ai vu, mais j'ai pas vu j'ai vu les objets, mais j'ai pas vu qui les pilotait, voilà. Mais j'ai vu. Plusieurs fois? Non, une fois vraiment incroyable. J'ai eu une démonstration absolument incroyable, mais j'ai pas vu qui manipulait ça, s'il y avait des intelligences à l'intérieur qui les pilotaient, je ne sais pas. J'ai juste vu les objets qui étaient trois sphères que je décrirais comme métalliques parce qu'elles réfléchissaient le soleil d'une façon absolument incroyable, et elles sont apparues dans un triangle absolument parfait. Et voilà, et je suis resté absolument sans voix. Et je me pose toujours la question aujourd'hui. Je n'arrête pas de me poser la question. Et je voudrais dire que par rapport à mes recherches, ça m'a pas fait avancer d'un millimètre. J'ai vu
Ça m'a juste fait comprendre réellement la position d'un seul coup, la position des témoins qui disent on peut rire de moi, que m'importe, je sais ce que j'ai vu, voilà. Et là, vous comprenez complètement ce qu'ils disent. Là, vous rejoignez le clan, c'est-à-dire qu'importe que les gens rient, je sais ce que j'ai vu, voilà. Donc voilà. Et d'où vient cette passion pour l'ufologie? Ça vient de mon papa. Ça vient de mon papa. Papa était colonel et mon papa organisait parfois des dîners avec des amis pilotes. Et j'ai l'habitude de dire, de raconter, je disais tout le temps, c'était de la non-nuit putride pour l'enfant que j'étais parce que c'est pas drôle, hein, les militaires. Et ça parle de quoi? Ça parle de l'Algérie, d'Indochine. Quand vous êtes enfant, enfin même plus grand déjà, ce sont pas des sujets qui me passionnent, qui ont tendance plutôt à me peiner beaucoup. Voilà. Et je dis souvent quand la chair était bonne et que le vin propice aux confidences, certains se laissaient aller et parlaient d'observations qu'ils faisaient à bord de leur avion. Et pour moi, c'était absolument magique d'un seul coup. C'était la porte ouverte vers un ailleurs. C'est vraiment, pour l'enfant que j'étais, c'était absolument incroyable. Et mon papa, qui était extrêmement pragmatique, vous savez, voilà, on n'est pas dans la galéjade provençale, hein, c'est pas. Et je pouvais parler de ça avec mon papa. Voilà, je pouvais aborder le sujet. Et on en parlait tous les deux de façon extrêmement posée. Et je m'étais rendu compte très 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 vite que c'était un sujet épineux, à manier avec précaution. Déjà parce que les pilotes ne pouvaient pas en référer à leur hiérarchie, parce que s'ils en référaient à leur hiérarchie, ils pouvaient perdre leur licence de vol. Et puis moi je le vivais, parce que quand j'en parlais à l'intérieur comme ça de la maison avec mon père, etc., on en parlait de façon extrêmement détendue et pragmatique, hein, et sérieux. Mon père, j'avais des discussions très sérieuses avec lui. Puis quand je sortais si vous voulez, du cocon de la maison et que j'en parlais avec les parents de mes amis, par exemple, voilà, tout le monde me regardait bizarrement en disant le pauvre petit, la tête lui tourne. Vraiment, il a un gros problème. Donc je m'étais vraiment très vite, pourtant j'étais jeune, mais je m'étais très vite rendu compte. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous percevez beaucoup de choses. Je m'étais rendu compte que c'était un sujet à manier avec beaucoup de précaution à l'époque déjà. Et puis ça m'a suivi toute ma vie. Et c'est quand mon papa s'en est allé et est parti de l'autre côté des fleurs, et il me manque bien souvent. Mon réflexe a été de lui rendre un hommage. Et c'est pour ça que j'ai proposé d'écrire un livre sur le sujet, sur les ovnis, voilà, à l'époque. Et puis, ce livre a fait son chemin de façon assez inattendue. C'est le premier livre coécrit avec Yves Coupry. Et à ce moment-là, j'ai été parachuté suite à ça comme ufologue et expert en ufologie, ce qui me fait énormément rire parce que être expert dans un domaine inexplicable, inidentifiable, c'est quand même fort de café. Mais bon, ça me fait rire. Voilà, je le prends avec beaucoup d'humour. Et effectivement, c'est quelque chose d'important dans ma vie parce que c'est une composante de mon existence. C'est mon papa et c'est et puis c'est un sujet qui me permet, même s'il est effrayant, mais j'ai pas peur d'être effrayé. C'est un sujet qui réenchante mon quotidien, qui en a bien besoin à l'heure actuelle. Et au moins, merci pour ça. Merci en tout cas pour cette confidence. Merci à vous vraiment. Merci de nous avoir accordé cet instant. Mais c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or, si vous êtes d'accord. Avec joie. Et en attendant, je voudrais rappeler que le Média en 442 est un média créé par le peuple et pour le peuple. C'est un média entièrement libre et indépendant. Nous ne bénéficions d'aucun financement extérieur, d'aucune subvention,
Seuls vos dons libres et vos abonnements sont notre unique soutien. C'est grâce à vous si nous continuons notre combat. Alors pour que perdure l'aventure, soutenez-nous. Merci à tous et merci de votre fidélité. C'est très beau, et puis comme on chante beaucoup en Amérique du Sud, où j'ai passé du temps, c'est « El pueblo unido jamás será vencido ». Le peuple uni ne sera jamais vaincu, et il faut vraiment qu'on se serre les coudes, à tous les niveaux d'ailleurs, à tous les niveaux. Voilà. Merci, soyons forts. Merci. Merci à vous. Merci.